Bonjour, j'ai invité cette semaine Nadine Trintignant pour son livre Vers d'autres matins et Olivier Assayas pour son film Après mai. Nadine Trintignant, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci de m'inviter. Vous venez de publier Vers d'autres matins, c'est édité chez Fayard, et qui est un livre sur, au fond, les matins qu'il vous faut désormais inventer pour vivre sans lui. Lui, c'est Alain Corneau. Absolument, Auquel c'est vous... exactement ça. Et donc c'est à la fois un livre, j'allais dire, de douleur, sur la douleur, et en même temps, c'est un livre qui ressort positif, Oui, la vie confiant. continue. Oui. Si on a, une grande perte, je pense qu'il n'y a pas tellement de choix. Ou on en finit avec la vie, ou si on décide de vivre, il faut tenter de vivre le mieux possible. C'est ce qu'Alain aurait attendu de moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, ce qui vous pousse à écrire, vous écrivez vous-même régulièrement, Oui. comme si vous aviez ce besoin d'écriture, C'est vrai. à côté du cinéma d'ailleurs, ce qui est assez... Je fais plus de films depuis Colette, hein. Je tourne plus. Et néanmoins, l'écriture a donc une part très importante. Mais Oui. qu'est-ce qui vous a poussé plus précisément à écrire autour de la mort d'Alain Corneau? Parce que c'est au fond, d'abord, il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre, mais c'est quand même d'abord le récit de sa fin. C'est vrai. Vous savez, à l'hôpital, pendant qu'il était ou en examen, ou pendant qu'il dormait, je prenais des notes pour lui raconter après dans quel ordre il avait subi. Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'avais ça dans la tête, mais bon. Et puis c'est devenu un besoin, effectivement. Et quand je me suis retrouvée toute seule, le livre s'est imposé d'une façon impérieuse. J'avais besoin de l'écrire. Alors Alain Corneau, c'est un être, si je voulais le résumer en trois mots, ce qui est absurde, mais en même temps, c'est générosité, Oui, curiosité oui. et chaleurosité. Enfin, c'était Oui, fondamentalement chaleureux. oui. Et loyauté aussi. Oui. Et très courageux. Et très courageux. Il s'est jamais plaint. Il s'est battu avec un courage fou. Et un courage, je dois dire, j'étais moi-même surprise parce que je l'avais vu être toujours merveilleux. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et par contre, je l'avais jamais vu dans une telle adversité, dans un tel... et j'étais très, pas surprise de son courage, mais bluffée par son courage. Alors il a une filmographie abondante et marquante. D'ailleurs, peut-être que le titre Vers d'autres matins fait écho aussi à tous les matins du monde. Je m'en suis pas aperçue, c'est complètement, c'est pas freudien, Oui. parce que comme vous le disiez, c'est d'aller vers d'autres matins, c'est continuer la vie, mais on me le dit tout le temps, et finalement, c'est peut-être vrai, c'était inconscient. Dans sa curiosité, l'Asie, les grands voyages prennent une part importante. Il y a sa curiosité qui l'a conduit à faire des films très différents les uns des autres. Absolument. Mais il y a aussi cette curiosité qui le poussait à organiser avec vous des voyages qu'il organisait de façon extrêmement méticuleuse, précise, toujours loin. L'Inde, une part importante de l'Inde, mais aussi une bonne partie de l'Asie. Beaucoup l'Asie, on adorait l'Asie tous les deux. Quand on s'est connus, on avait même envie de découvrir l'Inde. Et on est très peu allé, par exemple, aux États-Unis, on y est allé une fois, mais par contre, la Birmanie, enfin, oui, beaucoup l'Asie. On adorait. Et Alain, oui, comme vous le disiez, préparait avec une méticulosité incroyable, quoi. C'est-à-dire, on était en voiture, une fois, il disait au taxi, tournez à droite, tournez à gauche, et le taxi lui disait, note un peu, lire, note un peu. On est arrivé devant le temple. Il avait ses objectifs. Oui, Et ça, il avait tout préparé. comme on Oui. prépare un film, en fait.
Oui, oui, d'une oui, certaine oui. façon. On quadrillait. Quand on partait d'un endroit, je savais que j'avais vu tout ce qu'il y avait de beau dans cet endroit. Alors dans le film, vous racontez aussi une petite part de votre vie précédente. Il y a Jean-Louis Trintignant, Oui. puis Alain Corneau. Et vous racontez cette période d'entre-deux où vous êtes à la fois toujours amoureuse de Jean-Louis Trintignant et en même temps déjà Pas, amoureuse d'Alain Corneau. oui, Et vous... c'est-à-dire pas amoureuse de. Je n'étais plus amoureuse de Jean-Louis, mais je l'aime tendrement pour toujours. On peut pas aimer quelqu'un et puis s'arrêter de l'aimer. Alors c'était difficile. J'ai fait le choix égoïste. C'est d'Alain dont je pouvais pas me passer. Et vous décrivez ce moment où Jean-Louis Trintignant est plongé dans la tristesse, mais paradoxalement vous aussi, au moment où vous faites le choix de vivre avec Alain Oui, Corneau. pas tellement pas- il n'y a pas de paradoxe là-dedans. Il y a que c'est pas facile de faire de la peine à quelqu'un. C'est pas, bon, ça doit être encore plus difficile d'être laissé, mais de laisser quelqu'un en route quand on s'est dit qu'on vieillirait ensemble, c'est pas le bien et le mal. Hein. Je suis pas du tout Oui. une femme de devoir, mais j'ai été triste de voir Jean-Louis mélancolique. Oui. Est-ce que vous avez vu son film Amour? Ah, c'est un film formidable et où Jean-Louis est inouï. Il est habité par son personnage. Hier, je voyais Jean Rochefort et Rapneau qui me disaient il a dû plonger là avec délice. Je crois aussi, parce que Jean-Louis est très. euh, oui, il cherche la douleur souvent. Il est pas simple à comprendre. Oui. En tout cas, c'est un immense acteur. Immense, Absolument. immense. Et pour revenir à Alain Corneau, cinéaste, il y a un film dont il faut parler évidemment, qui est Série Noire, parce que c'est le film qui réunit Alain Corneau et votre fille Et Marie. Marie, oui. C'était formidable parce que. Alors c'est drôle. Alain a vu plein de jeunes filles. Et puis un jour, je crois que c'est son producteur qui lui a dit mais enfin tu vis avec, elle est devant toi, le personnage de Mona, tu l'as pas encore vu, et il s'est mis à regarder Marie autrement que Avec, comme ma avec, fille, et c'est vrai qu'elle était le personnage. elle était le personnage de ce film, ouais. Et là encore, on retrouve sa générosité, parce qu'avec vos enfants, il a été... Ah, il a été merveilleux. C'est-à-dire, il a pas joué le jeu de leur faire la cour, il a attendu qu'ils viennent à lui, et ce qui s'est passé très naturellement, avec bonheur. En tout cas, à travers ce livre, on comprend mieux que vous êtes un personnage qui vivait de l'amour, au fond, de l'amour que vous donnez aux autres, mais de Oui, l'amour que vous recevez aussi des oui, je autres. suis très Oui, partageuse. oui, C'est c'est presque un handicap dans la vie. C'est-à-dire la solitude, c'est pas un problème là. La solitude, bon, je veux dire, il y a la musique, les livres, les amis aussi. Beaucoup la musique et les livres quand même. Mais et puis écrire évidemment. Euh, c'est le manque qui est terrible. Le manque il vous attrape tout d'un coup au moment où on s'y attend pas. Je roule en voiture et tout d'un coup, pourquoi je suis là en voiture sans Alain, quoi. Ça oui. m'attaque. Il y a juste quelques pages encore, enfin, même enfin, une page ou une page et demie, sur la mort de votre fille, malgré tout, sur laquelle vous revenez. Là, je pense que la blessure ne guérira jamais. Non, jamais. Non, mais ces blessures-là, il faut apprendre à vivre avec, parce que elles restent. Des pertes douloureuses. Enfin, j'ai jamais aimé cette expression faire son deuil. Oui, Je fais mon deuil de personne, moi. Je les aime, oui. je les ai en moi, et c'est bien comme ça. Et au fond, elle continue de vivre en vous.
Oui, je crois, bon, malheureusement pour moi, je n'ai pas la foi, je ne suis pas croyante. Oui. Mais je pense que tant que quelqu'un pense à vous, on existe encore un peu. Puis quand la dernière personne qui pensait à vous meurt, c'est fini. Oui. Pour revenir en quelques mots sur Alain Corneau, votre rencontre avec lui, ce qui était étonnant, c'est qu'au fond, au début, il a été un peu votre assistant. Il était complètement mon premier Complètement votre assistant premier sur Ça assistant. n'arrive qu'aux autres. Oui. Un merveilleux premier assistant, mais ça avec tout le monde, avec tous les metteurs en scène avec qui il a travaillé. On a trouvé très vite un terrain d'entente à travers. On parlait des films. Alors lui, c'était des films noirs, série Oui. B américaine. Moi, c'était des films français. On avait des discussions fortes là-dessus. Et après, il a écrit avec moi Défense de savoir, un autre film que j'ai fait après. Et il a été évidemment très influencé. Vous disiez, il regardait des films de série B. Lui n'a pas fait des films de série B, mais il a fait des films directement inspirés de son Oh goût, oui. comme ça, pour le polar américain, notamment. Oui, oui, oui. Série Police Noire dont Python vous et quelques parlez autres. est écrit Oui, par série Jim noire. Thompson, qui Oui. est un Américain qui picolait, qui était dans un état terrible, mais qui a écrit des livres magnifiques. Et ça n'arrive qu'aux autres. Donc le premier film où il intervient, c'est le film tiré d'un premier malheur qui vous touche, qui est la mort subite du nourrisson De ma de la petite fille sœur qui de avait 9 Marie, mois, oui. qui avait 9 mois. Et donc c'est ça qu'on retient de ce livre, c'est que c'est une vie à la fois formidablement riche, ordonnée par l'amour, frappée par le malheur, et d'où il ressort malgré tout votre regard sur, voilà, sur demain, sur d'autres matins. Oui, Donc on ne quitte pas au fond un élan. non, j'ai eu peur à un moment donné. D'abord, j'ai eu peur de la folie parce que la frontière est mince. Et puis, j'ai eu peur de ne pas retrouver l'énergie du tout. J'étais en perte d'énergie. J'avais plus. Marie, il y avait Alain qui m'aidait. Là, après Alain, ma meilleure amie est morte. Tabouki, que j'aimais Oui, les énormément. tabouki comptent beaucoup dans Oui, votre vie. Oui. je vois Ah, toujours beaucoup sa femme, qui est une femme merveilleuse. oui. Mais bon, Et qui est un c'était. écrivain qui compte. Comment? Tabouki qui est un écrivain qui compte. Ah oui, ah Oui, oui, ah oui, qui est un écrivain merveilleux absolument. et un personnage formidable. Et là, pour ces pertes-là, j'avais pas Alain. Tout d'un coup, je me suis dit, il faut que j'y vive toute seule. Vous voyez, j'y avais pas pensé avant que j'aurais des vagues qui me frappent Oui. et puis personne qui m'aide, quoi. Et votre fils Vincent qui est à vos Ah oui, côtés, mon fils bien sûr. Vincent est très important. Ouais. C'est une merveille. J'ai beaucoup de chance d'avoir Vincent. Oui. Et oui, la vie continue. Vous voyez, en venant ici, je regardais le jardin du Luxembourg. Oui. Alors j'y étais il y a 5-6 jours pour aller à l'exposition avec ma sœur. On regardait les feuilles rousses, dorées. Bon, maintenant, les feuilles tombent. Mais pourquoi pas? C'est beau aussi, un arbre nu. Il faut chercher ce qu'il y a de beau dans la vie et de bon. On va rester sur sur cette parole, Nadine Trintignant, merci. Merci à Je vous. vous rappelle donc que vous avez écrit, enfin je rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs, Vers d'autres matins. C'est édité chez Fayard. Merci Nadine Trintignant. Merci beaucoup. Olivier Assayas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Actuellement sur les écrans, Après mai, c'est votre dernier film. Après mai est un beau film, avant toute chose. Et puis c'est aussi j'allais dire, plusieurs tiroirs. C'est la restitution d'une époque assez brève. Hein. C'est, je crois, entre l'année 69 et l'année 72 ou 73, enfin, Disons que tournant des années 70. C'est plutôt 71-73, disons. 71-73, Ouais. c'est-à-dire une époque de l'après-mai 68, où il y a toujours une tentation révolutionnaire, et puis on va voir au fil du film cette tentation se résoudre petit à petit en ce qu'est notre société d'aujourd'hui, ce qui aide d'ailleurs à mieux la comprendre, c'est-à-dire l'individualisme. Et donc il y a plusieurs niveaux. Il y a l'évolution d'une société, la société française, l'évolution d'une génération, les gens qui avaient 20 ans, dont vous-même, Oui, oui. l'évolution
d'une mouvance à l'intérieur de cette génération, et puis l'évolution d'un individu, qui est un petit peu le héros du film, il s'appelle Gilles, qui est d'ailleurs non acteur mais extraordinaire, et qui est vous-même, en fait. Oui, disons que c'est une silhouette qui ressemble à la mienne et c'est un parcours qui ressemble au mien. Après, évidemment, au cinéma, il faut faire très attention quand on commence à parler de représentation de soi ou d'autobiographie. En réalité, c'est toujours un peu une sorte de, on va dire, de biographie un peu rêvée aussi, un peu imaginée, un peu rêvée, un peu fictionnalisée. Oui. Et donc ce Gilles qui veut être peintre et qui milite à l'extrême gauche va en fait, à la fin du film, voilà, se tourner vers le cinéma. Bah, disons que c'est un peu la chance qu'il a et la chance que j'ai eue, c'est-à-dire d'avoir une sorte de vocation artistique qui d'abord a été celle de la peinture, puis est devenue celle du cinéma, et c'est peut-être celle qui m'a, sinon, évité de m'engager dans ce qu'ont pu être les excès de cette époque-là, qui était une époque d'expérimentation, de chaos aussi, parce que j'avais la foi en quelque chose qui, de façon encore très maladroite, très naïve, me guidait. Ce dont vous vouliez rendre compte, au fond, c'était de cet engagement, ces croyances révolutionnaires de toute une partie de la jeunesse, et puis ensuite comment elles se heurtent aux différents murs de la réalité, et comment certains évoluent comme vous-même, vers leur destin, et puis d'autres vont dans l'impasse de la violence, en fait. Bah, disons que j'ai voulu surtout représenter une période que le cinéma ne représente pas, c'est-à-dire qui n'est pas exactement celle de 68, qui est celle de ce début des années 70, où on avait le sentiment que tout était possible, et puis surtout que la révolution allait venir, donc que le monde allait changer de façon profonde, et que donc il servait à rien de s'engager dans une carrière, de fonder une famille. C'était même mal vu. Et c'était même extrêmement mal vu. Et donc c'est une génération qui a quand même, qui s'est beaucoup sacrifiée de ce point de vue-là, enfin qui a cru de façon extrêmement monolithique à ses idéaux, et y compris à ses utopies. Donc d'abord, ce que je voulais montrer, ce qu'il y avait de passionnant dans cette période-là, ça a été un peu le laboratoire des années à venir. Et puis aussi de montrer que, du point de vue de l'engagement, du point de vue de la politique, ça n'était pas par contre aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y avait des débats, il n'y avait que des débats. Il n'y avait que des débats, c'était des discussions sans discontinuer. Voilà, et avec des factions qui étaient quand même très opposées ou très antagonistes, qui se battaient au nom toujours évidemment d'idéaux communs. Et très vite se pose la question de la violence. On va juste regarder un petit extrait de ce film. Les nouvelles ne sont pas bonnes. D'après mes contacts dans l'hôpital, le vigile est sorti du coma. Mais il peut pas parler. Les médecins n'ont pas de vrai pronostic. Ils attendent. Ils savent que c'est nous? Les autres n'ont rien vu. Les silhouettes dans le noir. Mais bon, vous êtes dans le collimateur, c'est clair. Les flics ont convoqué Jean-Pierre. J'étais devant la télé avec mes parents. Ils peuvent témoigner. Le mieux, ce serait que vous profitiez des vacances pour vous mettre au vert. Vous avez besoin d'une planque, on peut vous en fournir une. Non, ça va. On s'en est parlé, on va partir en Italie. C'était prévu. Je peux vous mettre en contact avec des camarades de Fiat, à Turin. Non, on va pas Turin. Et vous? Mon père veut me mettre en apprentissage dans son garage à Toulouse. Je vais sûrement habiter chez lui. Ma mère a un studio à Paris. Mon chef à la JS m'a proposé d'être permanente. Et t'as accepté? Je suis prête à m'engager. Puis si je peux m'en étudier. Alors jusqu'à présent, ce petit groupe était un groupe de militants qui faisaient des actions militantes, taguer, distribuer des tracts, écrire, essayer de secouer les masses. Et puis tout d'un coup, violence, ils sont confrontés à des vigiles, et puis un vigile tombe dans le coma, et donc après ils sont condamnés à la fuite, enfin ils sont obligés de s'enfuir. Donc on voit bien là comment la situation devient violente, et du coup ils sont tout d'un coup face à cette réalité-là. La situation était violente. C'était une époque violente, c'était une époque excessive, et c'est vrai que les actions... il y avait tellement ce sentiment de s'affronter à la société. Hein. C'était aussi un conflit de génération. Et la société était quand même
il y avait le sentiment, surtout dans l'après-mai 68, que, bon, il y avait l'autorité, il y avait une présence de l'autorité, il y avait une présence répressive, les manifestations, c'était quand même très violent ce qui se passait, donc c'était toujours évidemment au bord de l'accident, au bord de la catastrophe. Et donc effectivement, je raconte la catastrophe qui arrive à ces jeunes gens et comment, bon, progressivement, ces choses. Et du coup, ils partent en Italie, et il y a toujours en France une sorte de voyage initiatique vers l'Italie obligatoire pour quiconque veut être peintre ou écrivain ou cinéaste. Ben, il y a quelque chose qui les relie à l'histoire. Ouais. C'est une époque qui avait un rapport avec l'histoire. Et quand on était un jeune garçon qui voulait devenir peintre, ça allait presque de soi de dialoguer avec les œuvres du passé. Et donc ça, il y avait cette espèce de voyage, effectivement, à la découverte à la fois des paysages et de l'art italien qui faisait partie de cette formation. La grande différence étant que l'extrême gauche italienne a basculé dans l'ultra-violence avec les brigades rouges. La France en a été relativement préservée, même si elle a existé, mais de façon très marginale. Vous montrez quand même le cheminement de quelques-uns vers cette violence qui va être en France action directe. En fait. Oui, en France, au fond, je crois que c'était une sorte de symptôme plutôt de l'impuissance. C'était un peu l'échec du gauchisme. Ça ne prenait pas, donc abattons la dernière carte, faisons la dernière tentative. Mais heureusement, en France, ça a été stoppé net, très tôt par la dissolution de la gauche prolétarienne et de la. Bon. Mais c'est vrai que aussi en France, en France, on n'était pas en première ligne du point de vue de la guerre froide. Le terrorisme, c'est vraiment un phénomène de la guerre froide, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. C'est des affaires souvent de services secrets. Enfin, c'était une ligne de front qui passait là. Donc évidemment, là, ça a été terrible. Oui. Puis on retrouve certains des débats de l'époque entre les trotskistes et les maoïstes, et avec de la part du héros une lecture historiquement juste du maoïsme et des monstruosités de la révolution culturelle, alors que pour d'autres fractions, les fractions maoïstes, c'est de la propagande impérialiste, etc. Enfin, tout ça est très très bien restitué. Ça, disons que c'était la différence entre les jeunes gens qui avaient plutôt des tendances libertaires et qui donc étaient historiquement déterminés par une forme d'antitotalitarisme. Donc ils voyaient très bien se reproduire en Chine ce qui s'était produit en Union soviétique et qui dénonçait déjà depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, cette mouvance au fond libertaire a plutôt disparu, mais elle était très présente. C'était une forme de pensée. Le personnage de Gilles qui s'y rattache n'est pas isolé, il n'est pas unique. Il y a une histoire derrière lui. Oui. Alors moi, ce que je retiens aussi du film, c'est que c'est une époque qui revit vraiment. C'est-à-dire, c'est pas un récit engagez-vous, c'est pas un film où on souligne au stabilo, etc. C'est une époque qui vit, qui revit avec ses sensations, avec ses personnages, avec ce qu'il y a dans la tête de ces personnages, et puis avec ce qui fait la vie quotidienne, c'est-à-dire le culte un peu hippie, le paradis situé quelque part au Népal, et puis l'arrivée de la drogue aussi, l'arrivée à travers d'abord le hashish, puis des drogues un peu plus hallucinogènes et terribles. Enfin, on voit bien tout cela s'installer dans cette petite communauté. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois, d'une part, le gauchisme avec son idéalisme qui constamment projeté dans le futur. Le présent était détestable, la société, les valeurs matérielles méprisables, etc. Donc on projetait l'existence un peu dans le futur de la révolution à venir. Puis simultanément, il y avait ce qui venait du monde anglo-saxon, contre-culture, qui transitait quelquefois par la Hollande, qui transitait par l'Angleterre, et qui était une sorte de révolution un peu de la vie quotidienne, où on essayait d'inventer de nouvelles manières de vivre, en communauté, en retour vers la nature, la découverte effectivement. Alors, les drogues, on les a vues arriver progressivement, et ça a évidemment changé la donne. Libération des mœurs, dans la société de l'époque, quelque chose de très profond, l'écologie, enfin, on pourrait les énumérer, c'est-à-dire qu'il y a eu simultanément un gauchisme qui était très puritain et très fermé sur lui-même, un mouvement de transformation du monde et de la société qui, lui, évidemment, alors, est-ce qu'il a réussi ou pas réussi, mais enfin, en tout cas, il a amené des idées qui se sont déployées. En tout cas, beaucoup des paramètres de la société d'aujourd'hui, on voit bien dans ce film ces racines. Alors, vous avez cité la Hollande. En Hollande, à Haarlem, il y a un musée. Il y a une scène d'une beauté pure dans ce film, entre autres, et où il y a une de vos jeunes héroïnes, Leslie, qui est une actrice, enfin, une jeune fille très
comment dire, qui est pour moi le personnage féminin le plus intéressant et qui est entre deux tableaux. Mais on se dit, mais c'est vous-même qui vous êtes trouvé un moment entre ces deux tableaux. Oui, oui, bien sûr, oui. bien sûr. Disons que, mais parce que peut-être à ce moment-là, j'ai découvert dans la peinture hollandaise, très jeune, cette idée de l'invisible. C'est-à-dire autant justement dans la peinture italienne, dans la peinture de la Renaissance italienne, il y avait cette représentation des scènes bibliques, inscrite dans la nature humaine, etc. Mais enfin un monde tout de même irréel. Et puis la peinture hollandaise du siècle d'or, elle peint le monde en s'interdisant, parce que la religion protestante l'autorisait pas, à représenter justement le divin. Et donc au fond ce divin fait son chemin à l'intérieur des paysages, dans les visages, dans des tableaux de genre, etc. Et donc c'est vrai je crois que c'est le moment où j'ai compris que l'art avait quand même à voir avec le visible et l'invisible, ou en tout cas avec l'invisible qui est présent dans le visible. Oui. Et donc dans ces deux tableaux magnifiques, les régents et les régentes de l'hospice des vieillards de Harlem, hein, les deux derniers tableaux de Frans Hals, c'est évidemment la présence du jugement, hein, c'est le jugement dernier qui est là. Et puis il y a quelques clins d'œil aussi, notamment à une anticipation par le héros, donc Gilles, de ce que va devenir le cinéma américain, celui de Spielberg, avec une scène absolument loufoque où il y a des SS qui bataillent contre un dragon. Enfin, oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'ironie un peu sur ce cinéma qui était archaïque, qui se pratiquait, moi, dans lequel j'ai fait mes débuts. Moi, j'étais stagiaire sur des films de ce type-là, et je me suis inspiré d'ailleurs littéralement d'un film, non pas sur lequel je n'ai pas travaillé, mais enfin qui se tournait sur un plateau voisin de celui où je travaillais à Londres, au studio de Pinewood, et où effectivement il y avait ce côté série B extravagante, qui était d'autant plus comment dire, que moi j'observais avec d'autant plus de ricanement un peu juvénile, qu'à l'époque Londres était tellement vivant, tellement moderne, où il avait l'impression, etc. Et j'avais l'impression de commencer dans un cinéma qui était archaïque, quoi. Enfin, Absolument. Voilà, donc on pourrait continuer bien sûr cette conversation, Olivier Assayas, mais donc Après mai, c'est un film qui nous replonge dans les années 70, le tout début des années 70, en compagnie d'une génération avec de tout jeunes qui ne sont pas des acteurs professionnels, sauf une. Oui, Lola Créton qui joue le rôle de Christine, mais qui sont assez extraordinaires. Je crois qu'ils ont marqué les esprits à Venise, hein, au festival où vous avez obtenu le prix du scénario. Voilà, oui, le film a été très bien reçu. Mais disons que, en tout cas, moi, c'était une question que j'avais. Je me disais, est-ce que le film n'est pas trop ancré dans une réalité locale française? Et en fait, ça a été l'opposé. Enfin, au contraire, le film a été une reconnaissance internationale très rapide, ce qui d'ailleurs m'a obligé à beaucoup voyager, plus que ce que j'imaginais durant les dernières semaines. Merci Olivier Assayas. Donc, Après mai sur les écrans. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Nadine Trintignant et d'Olivier Assayas, rendez-vous naturellement à tout moment sur publicsena.fr.